Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre prochaine présentatrice, qui est Dr. Annie Janvier. Donc, elle est pédiatre et néonatologiste spécialisée en éthique clinique et directrice de l'unité de recherche en éthique clinique et partenariat famille du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Elle co-dirige les programmes d'éducation supérieure en éthique clinique à l'Université de Montréal. Elle travaille auprès de patients et familles confrontés à des décisions difficiles, telles les enjeux de fin de vie ou en contexte d'incertitude. Sa recherche s'intéresse à l'expérience et la perspective des parents patients et la majorité de ses projets de recherche impliquent un parent-patient en tant que co-investigateur. Le titre de sa présentation aujourd'hui est « L'innovation médicale, éthique et perspective d'avenir ». Merci, Dr. Janvier. Bon, ça commence bien. Ça fait plaisir d'être ici puis de vous parler de ce sujet-là. Dans mon plan, dans le fond, je vais parler des définitions. Est-ce que c'est possible de ne pas me voir présenter sur la vidéo? Parce que là, je me vois en constant. Non, vous, ça ne vous concerne pas, là, mais la personne en arrière. Parce que moi, je me vois parler, puis c'est vraiment weird. Non, je le sais, mais je me vois gesticuler, j'ai de l'air fou. J'aimerais juste ça, avoir le contenu de mes slides, comme d'habitude, ici. Il est en train de travailler là-dessus. OK, super. Là, je vais essayer de ne pas regarder ce qui se passe ici. Fait que dans mon plan, j'ai aussi parlé de la Société des innovations. Ah, ça, c'est mieux. Les risques-bénéfices de celle-là, de l'oncologie pédiatrique et surtout du thème de la discussion aujourd'hui par rapport aux innovations, parce que c'est quand même une population assez spécifique, avec des caractéristiques spécifiques. Puis on m'a demandé de parler de perspectives pour le futur. Fait que dans le fond, juste pour essayer de commencer avec des bonnes bases, c'est quoi une innovation médicale? Dans le fond, quand on regarde dans les dictionnaires, c'est une action nouvelle ou un changement. Ça peut être une nouvelle technologie. On va essayer radiothérapie, par exemple, ou la radiothérapie naît. Ça peut être l'application d'une nouvelle technologie à une autre population de patients. Par exemple, on fait des greffes cardiaques chez les adultes, puis on va décider d'essayer ça chez les bébés. Ou un changement de paradigme, de changer drastiquement la manière dont on pense. Fait que dans le fond, ces trois choses-là sont des innovations, ces trois sujets. Le but de l'innovation, c'est entendu, c'est d'améliorer la santé. Dans le fond, les bénéfices pour le patient ou le ratio risque-bénéfice. Mais parfois, il y a des innovations aussi qui sont bénéficiaires, qui peuvent être de bénéfices pour la société. Est-ce qu'il y a moins de patients malades dans la société ou est-ce que ça fait une réduction des coûts de santé? Souvent, les innovations sont quand même dispendieuses, mais il y en a d'autres qui ont des bénéfices pour le patient et en plus, qui ont des bénéfices en termes de coûts. C'est sûr qu'on a des biais pour les innovations. Dans le fond, quand on regarde sur l'Internet, quand on regarde les produits puis le marketing, l'innovation, généralement, est vue comme étant une bonne affaire, puis c'est un outil de marketing. Et les innovations font progresser la médecine. C'est bon d'être un centre qui innove dans quelque chose. Puis la version nouvelle et améliorée, dans le fond, c'est souvent quelque chose qui est vu comme désirable. Fait que, on prend l'exemple de Heinz, qui, à chaque année, il y a le ketchup organique, le ketchup vert, le ketchup spicy, le ketchup qui est dans une affaire en plastique. Fait que, dans le fond, à chaque année, même des produits qui sont authentiques qu'on achète vont changer. Et il y a un biais très positif envers les innovations. Mais les innovations sont aussi risquées. Fait que toute innovation comporte un risque. Il y a énormément d'innovations dont on ne parle pas. Souvent, il y a un biais de sélection quand on commence à publier certains N-de-1 ou certaines innovations, par exemple la première survivante ou la première personne qui a bénéficié d'eux. On ne parle pas nécessairement des 450 autres qui n'en ont pas bénéficié avant, puis toutes les niaiseries qu'on a faites qui n'ont pas marché. Puis c'est la même chose, dans le fond, le domaine en ECMO. On a essayé l'ECMO beaucoup de fois avant que ça marche. On ne savait pas qu'il fallait mettre combien d'anticoagulants. La dialyse, au début, c'est avec des straps d'auto chez les adultes qui s'exsanguinaient au bout de 3 jours. La fertilisation in vitro, il y a eu des ovaires de vache implantés dans les madames. Les chirurgies complexes, il y a eu énormément de choses qui ont été essayées pour qu'il y ait des innovations dans notre système de santé. Souvent, c'est des idées qui ont de l'allure, mais parfois, ça ne fonctionne pas. Puis c'est certain que maintenant, on est beaucoup mieux outillés pour suivre qu'est-ce qu'il y a comme recherche et si elles sont publiées, qu'on était avant. Mais il faut se souvenir qu'il y a un biais de sélection aussi dans les publications de ce qui fonctionne. Puis dans l'histoire, je pourrais faire juste une présentation là-dessus de tout ce qu'on a pensé qui était innovation avant qu'on regarde ça de manière drôle maintenant. Sullivan serait fier, j'ai mis une petite histoire ici dans la présentation. Pour ceux qui sont en neuro, vous allez connaître Brown Sequard parce que c'est un éminent médecin
dans le fond, qu'on a même un syndrome neurologique pour parler de cette personne-là. Mais lui a commencé à injecter des extraits testiculaires à ses patients, ce qui s'appelait même la sécardine, dans le temps qu'il se vendait à gros prix, en 1888. Et en 1930, il y a eu 16 000 transplantations de testicules de chèvre, avec des écrits médicaux aussi, dans beaucoup de patients, pour beaucoup de raisons. Vous voyez ici le poster qu'ils mettaient dans les cliniques médicales pour dire, ben peut-être qu'un implant de testicule de chèvre, ça vous aiderait. Mais il y en a quand même eu 16 000, là, puis les gens y croyaient. Les innovateurs aussi, c'est des gens assez spéciaux. C'est pas tout le monde qui est innovateur, qui a le goût du risque, qui pense à des choses, qui pense outside the box, qui pense à qu'est-ce qui pourrait marcher, puis souvent que ça a l'air un petit peu bizarre. La fertilisation in vitro, ça a l'air bizarre. L'ECMO aussi, la dialyse aussi, injecter des toxines pour guérir un enfant aussi, irradier le crâne pour qu'il survive. Il y a toutes les innovations ont pas mal toute l'air de pas nécessairement seulement faire du sens quand on en parle. Fait que les innovateurs, ils doivent croire en leurs idées, travailler avec l'industrie, parfois mettre leur réputation en jeu. Puis c'est un jeu qui se passe souvent a posteriori. Si ça fonctionne, il fait des miracles, il passe aux nouvelles, l'institution est super. Si ça ne marche pas, bien, ça a toujours été un cow-boy qui ne savait pas ce qu'il faisait de toute façon, ce niaiseux-là. Fait que dans le fond, c'est pas facile d'être un innovateur. Mais au moins, de plus en plus, il y a des régulations, il y a des gens qui travaillent ensemble, il y a des équipes qui sont ensemble. Puis les équipes, en fait, c'est celles qui devraient être responsables de voir que les innovations sont faites de manière responsable. Puis devraient aussi recevoir les prix, pas nécessairement une personne, mais une équipe, ou qui devraient aussi réfléchir à où est-ce qu'on devrait aller. Il y a aussi, en plus des biais favorables envers les innovations, il y a quand même aussi une méfiance du public et souvent une méfiance des médecins qui ne sont pas des innovateurs par rapport aux innovations ou de l'équipe qui n'est pas une équipe innovante par rapport à l'innovation de l'autre équipe A qui innove. Juste une petite histoire pour vous rappeler, la laparoscopie. Dans le fond, en 1982, première appendicectomie qui se fait par laparoscopie. Avant, on ouvrait le patient. Première cholécystectomie qui se fait comme ça. Grosse méfiance après son apparition. Ceux qui commencent à faire ça, bien, est-ce que ça rallonge le temps opératoire? Ça va-tu augmenter les infections? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Y arrivent-ils à enlever tout l'appendice? Et après les études, on a montré l'avantage pour les patients, l'avantage pour l'hôpital en termes de coût, l'avantage pour le coût dans la société, le patient retourne à la job plus vite. Mais c'est certain qu'à son apparition, ceux qui n'en faisaient pas, ils se disaient que c'est ça qu'on est en train d'inventer des machines, quand ça marche super bien de faire une appendicectomie de manière ouverte. Puis, c'est souvent comme ça dans nombreuses innovations. On a l'espèce de méfiance du système médical de ceux qui font par rapport à ceux qui innovent. Il y a aussi la méfiance de robotiser les choses. C'est des robots qui regardent les rayons X, les radiologues vont faire quoi? C'est des robots qui opèrent, le chirurgien va faire quoi? S'il y a de l'intelligence artificielle, bien, ma job est rendue. Fait qu'il y a aussi une résistance par rapport à l'innovation qui a trait à « on va remplacer des humains ». Il y a aussi l'importance de la courbe d'apprentissage quand on innove. Et souvent, les premiers patients goûtent à une intervention qui n'est pas encore mature, puis qui est en train de devenir ce qu'elle va devenir si on voit qu'elle fonctionne un peu. Il n'y a pas juste la courbe d'intervention du technicien par rapport à par exemple, en laparoscopie. Il y a l'équipe aussi, quand il dit « passe-moi le gizmo X », il faut que l'infirmière sache c'est quoi le gizmo X, il faut qu'il soit bien stérilisé. Il faut qu'il soit mis dans les bons paquets. C'est l'innovation doit se répandre dans le milieu. Il y a aussi les patients chez qui on va faire une laparoscopie pour hernie diaphragmatique. Maintenant, on n'est plus rendu dans l'appendicectomie. Il y a aussi les techniques, les bébelles, dans le fond, il y a beaucoup changé. Avec quoi on fait les laparoscopies, ont énormément changé depuis 20 ans. Fait que parfois, il y a des améliorations très rapides, des diminutions des complications, mais parfois, ça ne marche pas aussi vite que ça. Puis c'est difficile de faire la différence entre une innovation qui est inefficace puis une innovation qui est immature. Puis dans le fond, à la fin, je vais parler de comment on peut mesurer les choses qui sont importantes quand on essaie d'innover. Et il y a plusieurs conflits d'intérêts et beaucoup d'acteurs quand on essaie d'innover ou quand on est une équipe innovante. C'est sûr qu'il y a le patient et la famille ou les parents ou les adultes qui vont subir l'innovation ou qui vont y participer. Il y a aussi l'équipe d'innovateurs-chercheurs, équipe de soins, qui ont les mêmes intérêts du patient, mais d'autres intérêts aussi.
Il y a le comité d'éthique de la recherche, le centre de recherche, ceux qui donnent de l'argent pour faire les innovations. Eux, ils ont d'autres enjeux aussi. Ils ne veulent pas se faire dire que ça, c'était une innovation sauvage dans leur milieu. Il y a les autres médecins dans l'hôpital qui veulent peut-être innover puis se demandent pourquoi on innove à A puis on n'innove pas à B. Il y a les autres patients de quand on met de l'argent sur l'innovation quelque part, on n'en met pas pour la prévention ou le baseline ailleurs. Il y a l'hôpital, que si ça marche, on a de l'air super smart, puis si ça ne marche pas, bof. Il y a l'université, la même chose. Il y a les compagnies, en fait, qui veulent vendre leurs produits. Il y a les médias qui font des nouvelles par rapport à ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Il y a la société aussi qui en veut toujours plus puis qui croit au miracle. Puis, généralement, toute cette gang-là voit pas mal les choses de la même manière, mais parfois, les intérêts ne sont pas alignés. Fait qu'il y a comme un paradoxe entre ce que le patient, la société attend des innovations et l'équipe médicale et les médecins et ceux qui n'innovent pas, l'espèce de méfiance qu'il y a envers celle-là. Fait qu'il y a des autres attentes du public, puis de la méfiance, puis souvent, cette méfiance-là est là jusqu'à temps qu'on démontre que ça fonctionne. Là, souvent encore, il y a de la méfiance, que ça soit appliqué ailleurs, là, souvent qu'il y a encore de la méfiance. Puis quand ça devient un standard de soins, c'est souvent que les gens disent « Ah, mais c'est donc formidable ». Et à travers cette route-là, il y a souvent de l'acharnement médiatique déplacé sur c'est quoi qui fonctionne, c'est quoi qui ne fonctionne pas, c'est quoi qui est dommageable, c'est quoi qui est bénéfique. Fait que dans le fond, on m'a demandé après avoir un peu mis la table puis faire une espèce de blitz éthique de 9 minutes sur l'éthique en innovation, de parler de perspectives pour le futur. Moi, je ne suis pas hémato-oncologue et c'est difficile j'ai lu la littérature, j'ai parlé à d'autres parents, j'ai lu les articles, puis j'essaie de me dire, on va regarder dans le passé pour essayer de prévoir le futur. Là, j'ai de l'air de mon grand-père, mais c'est peut-être pour ça que je suis devenue plus vieille que sur la photo de ma présentation qui était au début, là, qu'on me présentait. Puis dans le fond, je vais vous raconter une histoire qui parle en fait de Barbara Bowles, qui a fait partie de la première étude. C'était pas l'autre patient dont il parlait, lui, c'était le premier qui avait reçu le folate. Puis, dans le fond, M. Sullivan parlait du livre qu'il faut que vous lisiez, là, qui est incroyable, The Emperor of All Maladies, qui parle justement des innovations de l'oncologie. Puis il appelle ça une biographie du cancer, qui est vraiment fascinante sur comment ça s'est développé, le cancer. Et il y a beaucoup de parties qui viennent de ce livre-là, puis qui viennent de témoignages du docteur Donald Pinkel que j'ai pris sur Internet. Fait que je l'ai gardé en anglais, puis j'ai mis des quotes unquotes, pour dire ça en français, pour être sûr que je ne perdais pas l'essence. Donc, en 1968, il y a la petite fille que vous voyez, sa photo, qui va voir Donald Pinkel, qui a été recruté, lui, à l'hôpital St. Jude. St. Jude, c'est le sein des causes désespérées. Puis, dans le fond, c'est l'hôpital oncologique pour les patients à ce moment-là, parce qu'ils mouraient presque tous. À Memphis, Barbara arrive là, elle est en train de mourir de LAL, de leucémie aiguë. Et lui, Donald Pinkel, a décidé de faire une quadrithérapie ou une quintupthérapie avec des agents massifs qu'il appelle le full armamentarium, qui dit qu'il faut les blaster au bout. Puis ils vont peut-être mourir, mais peut-être qu'ils vont survivre à la place de leur donner une petite affaire, une après l'autre, ou une moyenne affaire, une après l'autre, qui a de l'air de les aider, mais pas autant que ça. Fait que dans le fond, elle, c'est sa première patiente là-dedans. Et ce livre-là formidable qui raconte cette histoire-là. Et on voit dans tous les témoignages de Pinkel qu'on peut lire sur l'Internet, dans les études, il y a plein de choses qui ont été écrites en son hommage. Lui, il était très mal à l'aise de faire des expérimentations sur des enfants qui mouraient. Avant, il y avait eu des expérimentations last ditch. Dans le fond, l'enfant est en train de mourir, on va essayer quelque chose, mais on ne va pas nécessairement faire une étude avec ça. Il était très troublé par ça, mais il ne voyait pas d'autre alternative. Il était quand même inquiet. Qui allait pousser ces enfants-là à bout, to the very brink. Mais d'un autre côté, l'alternative, c'est qu'ils allaient tous mourir de toute façon. Et il raconte comment les parents, avec même ce protocole de super blast-là, qui allaient le voir, comment quand leurs enfants mouraient, ils étaient furieux, ils criaient après. Puis quand il partait de son bureau, il pleurait toutes les larmes de son corps. Puis il dit, on était tannés d'être des entrepreneurs funèbres. Et il y avait une très grosse résistance du milieu, encore une fois, les médias de miracle versus les cobayes, très polarisés, c'est miraculeux, ils font de l'expérience sur les enfants qui meurent. Et lui, Pinkel se dit, il y a beaucoup qui trouvaient que j'étais irresponsable. Moi, je proposais une quête qui donnait aux parents un faux espoir. Et à ce temps-là, la leucémie
L'idée, c'était juste de prolonger la vie dans le confort. C'était tout. Beaucoup pensaient que j'étais irresponsable. En fait, Alvin Maurer, qui était le responsable de l'autre gros centre de cancer du Cincinnati Children, le directeur d'hémato-oncologie, disait vraiment publiquement et dans des articles médicaux que Pinker, c'était un irresponsable tueur d'enfants. Et les médias, bien, soit c'était des miracles, soit c'était des cobayes. Ils étaient très polarisés, il n'y avait pas grand-chose dans le milieu. De manière intéressante, la réaction des familles était complètement opposée à ça. Et ils ont regardé après ça les formulaires de consentement qui étaient très basiques dans ce temps-là. Et tous les parents ont dit oui, même s'ils se sont fait expliquer que les enfants allaient probablement mourir de toute façon. Fait que pendant les premières années, avec tous les nouveaux cas qui étaient admis, Pinkel, avec son infirmière, avec celui qui faisait les interventions, parlait aux parents, expliquait que c'était intense, expliquait qu'elle allait probablement mourir, expliquait son approche radicale. Et il n'y a pas un parent qui n'a pas voulu participer. Ils ont tous participé. Et Pinkel, il dit « they needed hope ». C'était le seul espoir qui leur restait. Et en fait, il y en a beaucoup qui voyaient ça de manière altruiste. Et encore, je cite Pinkel, « Les parents me disaient « on sait que notre enfant va mourir, mais s'il y a quelque chose qu'on peut apprendre en essayant de le traiter, qui va un jour aider d'autres enfants, qui va un jour aider à guérir cette terrible maladie, s'il vous plaît, allez-y. » C'est intéressant parce qu'on a fait une étude qui est un peu similaire, dans les contextes similaires. Ici, l'étude Triceps à Sainte-Justine, où les enfants pour qui ils sont rendus dans une impasse thérapeutique, on fait une biopsie des tumeurs solides pour essayer de trouver quelque chose. Puis dans 5 des cas, on trouve quelque chose. Puis après ça, dans 5 des cas, il y a quelque chose à faire. Puis après ça, dans le fond, c'est vraiment une étude pour voir si génotypé, la tumeur fonctionne. Et voici, je vous donne des extraits de quand on a demandé aux familles pourquoi vous participez à cette étude-là, puis quand on a demandé aux chercheurs pourquoi vous faites cette étude-là, puis en fait, on a demandé à tout ce beau monde. Un des patients a dit « Je ne veux pas mourir pour rien. Je peux au moins aider avant. » Son père a dit « Pour un parent dans notre situation, la différence entre 0% et 0,1% est plus grande que la différence entre 20 et 50% pour les autres. » Puis ça illustre en fait les familles et les enfants et les patients qui ont le cancer ne pensent pas nécessairement comme nous, on pense. Ça, c'est Barbara Bowles aujourd'hui. On est rendu maintenant, avec sa triple thérapie V, il a monté à 38 ou 40% le taux de succès. Puis là, on est rendu à peu près au-dessus de 85% du taux de succès pour traiter ce même genre de cancer. Fait que où est-ce qu'on va dans le futur? Les questions sont similaires. Être mal à l'aise de faire des études dans ces patients-là avec une impasse thérapeutique, c'est similaire, cette espèce d'inconfort. Les patients, c'est les patients les plus vulnérables, c'est des enfants. En plus, ça, c'est des enfants qui sont passés à travers des traitements de cancer, puis en plus de ça, sont en train de mourir. Souvent des familles qui ont tout essayé. Donc, c'est le pic de la vulnérabilité. Fait qu'est-ce qu'on devrait mesurer? Puis je reviens aux questions que M. Sullivan a amenées plus tôt. La survie, c'est plus le seul enjeu. On est rendu à 85%, ou 30%, ou 60%. On va aller gagner des 5%, des 6%. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose d'un coup qui marche puis qui monte à 100% de survie tout d'un coup dans les prochaines années. Puis les gains ne vont pas être aussi spectaculaires en termes de survie. Puis dans le fond, je pense que l'innovation est très technique en immuno-onco, dans tous ces domaines-là, mais elle est aussi à ce qu'on va mesurer. L'innovation, elle est comment on pense au succès. C'est quoi le bénéfice? Pour l'instant, on a mesuré des choses quantitatives. Donc, l'objectif, essayer de faire survivre un enfant, des choses quantitatives, des échelles de douleur, parfois, rarement. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mesurées à part ça, ou à part des échelles exactes très quantitatives avec des diagnostics de docteurs. Mais en fait, il faudrait évaluer aussi le bénéfice subjectif. Quand il parlait, M. Sullivan, de son fils il a réussi à courir dans l'herbe pendant 3 mois, ça, c'est un bénéfice. Mais ils ne vont pas demander, avez-vous, votre fils a-t-il couru pendant l'herbe pendant 3 mois? On ne peut pas mettre ça sur un questionnaire. Il va falloir qu'on fasse les études de manière différente. Par exemple, Serge Sultan, qui est ici, a vu pour les enfants ne plus être fatigués, être capable d'aller à des fêtes, être capable de réintégrer l'école. C'est super important. C'est jamais mesuré dans les études. Mais un enfant qui n'est plus dans son lit puis attaché à une machine ne peut plus sortir parce qu'il a attrapé des infections, ça, c'est un gros bénéfice pour lui. La qualité de vie des familles aussi, c'est des choses qu'il va falloir qu'on mesure.
les symptômes psychologiques des parents sont déjà mesurés, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Puis c'est quoi pour eux leurs symptômes psychologiques? Pas seulement nous, le questionnaire qu'on veut donner comme chercheurs. Qu'est-ce qui est important pour la famille? Là, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas utiliser la famille si on étudie l'enfant. C'est ce qui est important pour l'enfant. Bien non, la famille, elle habite ensemble. Si toute la famille déménage à côté de Sainte-Justine puis habite dans le Nord, bien, il y a 2 des enfants qui ne vont pas à l'école, les autres enfants sont déplacés, les parents sont malheureux. Fait qu'il faut vraiment étudier aussi l'unité familiale. Et il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans nos thèmes en néonatologie qui sont similaires à ce qu'on retrouve dans tous les thèmes, je pense, des parents qui ont des enfants malades. L'impression d'être un bon parent, c'est super important. Ne pas avoir de regrets à long terme. La dernière étape avant les soins de confort. Comment on arrive à vivre avec nous-mêmes. Puis en fait aussi, le deuil des parents est important. Fait que pour finir, je pense que l'innovation, c'est vraiment l'évaluation du bénéfice. Comment le mesurer? C'est quoi la futilité? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est quantitatif ou est-ce que c'est qualitatif? C'est pas nécessairement si ça ne fonctionne pas, mais est-ce que ça vaut la peine? Il y en a beaucoup qui disent que ça ne vaut pas la peine, la survie est de 0 %. Mais peut-être que ça vaut la peine si on la mesure de manière qualitative. Le but aussi de faire partie d'une communauté, de donner de l'espoir est important pour ces familles-là. Les familles qui faisaient partie de Triceps disaient on fait partie d'une gang, on fait partie d'une communauté, puis on bat le cancer ensemble, avec les oncologues, avec les chercheurs. Ils ne pensaient pas qu'il y avait chercheurs versus patients, eux non plus. Puis les familles, bien, c'est des collaborateurs de recherche essentiels dans toutes ces études-là. On ne peut pas mesurer ces choses-là si on ne demande pas leur opinion. Je vous remercie.